Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes ravis de vous accueillir pour 52 minutes d'émission. Alors ce matin, avec nous, l'auteur, compositeur, interprète Albin de la Simone et l'auteur, plasticienne et metteur en scène Valérie Mregen, qui sont en résidence juste à côté de nos studios au TNB à Rennes. Et tout ça pourquoi? Eh bien pour nous préparer une adaptation, une version revisitée du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, une œuvre magnifique, riche, foisonnante, ludique et très imagée, qui se destinait finalement assez bien au jeune public. Et encore fallait-il trouver quelques clés pour l'adapter librement. Eh bien c'est chose faite désormais. Ils nous présenteront tout à l'heure cette création à 4 mains, accessible aux enfants dès 6 ans et je vous rassure pour les grands enfants également. Nous continuerons ensuite à parler d'enfance, plus précisément de jouets made in France avec notre chroniqueuse Gwendoline Brahim. Un sujet tout à fait de saison à l'approche des fêtes de Noël. De saison aussi, malheureusement, la bronchiolite, elle touche chaque hiver près de 30% des enfants de moins de 2 ans, soit près de 500 000 nourrissons en France. Cette infection virale très contagieuse est responsable de beaucoup d'admissions aux urgences. Alors comment éviter d'en arriver là? Eh bien, nous écouterons tout à l'heure les conseils du docteur Marie-Aline Guitoni, pédiatre au CHU de Rennes. Avec Justine Lemoin, nous parlerons de mode et puis nous nous intéresserons cette fois-ci aux chapeaux. Chapeaux de feutre, bérets, casquettes de marin ou encore bandeaux. Elle nous dira que c'est l'accessoire parfait pour rehausser nos tenues d'hiver. Côté juridique, si vous avez acheté un bien et que vous constatez des vices cachés, quels sont vos droits? Quels sont les recours possibles? Eh bien, la réponse dans quelques instants avec un avocat qui sera présent ce matin, maître Alexis Croix. Enfin, comme chaque mardi, vous le savez, nous donnerons un coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif. Ce matin, c'est celui d'Anne-Laure Hamon et de son frère Kevin qui sont partis à la collecte de témoignages sur ce qui fait l'âme bretonne. Sans oublier l'ami Billy que nous retrouverons aux côtés d'un éleveur de volailles. Voilà, côté météo, vous l'avez constaté, c'est gris, c'est froid, des températures qui ne monteront pas très haut, 14 degrés au maximum. Voilà, bien écoutez, autant de bonnes raisons de rester avec nous, à nos côtés. On attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette matinée, allez, pas tout à fait ensoleillée, mais le soleil est sur ce plateau ce matin. Bonjour à vous Valérie Mregen. Bonjour. Bienvenue, bonjour Gwendoline. Bonjour. Bonjour docteur Guitoni, je vous parlerai de bronchiolite tout à l'heure. Et puis bonjour Albin de la Simone. Bonjour. Vous devenez presque un habitué de l'émission, deuxième fois qu'on vous accueille sur ce plateau. C'est un grand honneur de vous avoir tous les deux à nos côtés. On va parler d'une œuvre qui est magnifique, foisonnante et très riche, très imagée, le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. On en parlera tout à l'heure. Vous avez tenté une petite formation un peu moins imposante que la version originale, c'est ça? Oui, une forme un peu vivante et légère. Quoi. Une forme plus légère. Autorisée au moins d'1,20 m, c'est ça? Oui, exactement. Et on parlera de tout ça, de votre création à 4 mains, dans quelques instants. On va rester avec les moins d'1,20 m, puisqu'on va se tourner vers vous, Gwendoline, pour votre chronique enfance. On va se pencher sur les marques de jouets Made in France à l'approche des fêtes de Noël. Est-ce que c'est compliqué de trouver des jouets Made in France, finalement, dans les rayons des magasins? Alors, dans les rayons des magasins, non, pas toujours, quand vraiment on sait ce qu'on veut et qu'on cherche. Mais alors, ça y est, c'est la dernière ligne droite, moins d'un mois avant Noël. Donc, même si les catalogues de jouets étouffent les boîtes aux lettres depuis début octobre, bien souvent... ça commence, ça a bien commencé. Ouais. On ne sait pas trop quoi choisir entre ce que les enfants veulent et ce qu'on a envie de leur acheter, on ne sait pas trop, on est un petit peu perdu. Et on veut souvent privilégier des jouets qui durent, pour éviter qu'ils atteignent au moins le 1er janvier. Donc, j'ai fait une petite sélection de jouets made in France. Alors, pas que nos voisins sont moins créatifs, mais alors ceux-là ont vraiment une démarche un peu éthique, voire écologique. Et je trouve que c'est plutôt sympa de faire aussi un effort sur ce qu'on offre à nos enfants. Alors, on va commencer par une première marque, BioViva. Alors, BioViva, donc ça, c'est une marque de jouets, de jeux de société. Donc, c'est vraiment pour toute la famille, il y en a pour tous les âges. Et c'est des jouets de coopération. Donc, on peut jouer avec les petits, qui peuvent jouer aussi avec les grands, on peut vraiment jouer en famille. Et là, l'accent est mis vraiment sur
une sensibilisation à l'écologie, donc ça va être le traitement des déchets, sur la préservation des espèces et de la planète. Donc ça ouvre vraiment les enfants au monde qui les entoure, à faire attention quand ils vont se promener en forêt, quand on va aux zoos, on est aussi sensible au fait que les animaux vivent dans des cages et plus dans leur milieu naturel. Ils nous aident à trier les déchets, donc après plus question de mettre des bouteilles en plastique dans la mauvaise poubelle parce qu'ils sont au radar. Donc voilà, je trouve que ça ouvre les enfants un petit peu au monde qui les entoure et à faire attention dans le monde dans lequel ils vivent. Et l'approche est vraiment très très intéressante. Alors une autre approche intéressante, c'est celle de Vilac. Alors Vilac, c'est une marque qui est quand même assez vieille, depuis 1911, donc dans le milieu du jouet. En général, les parents la connaissent parce qu'on la retrouve dans beaucoup d'enseignes, même sur les grandes enseignes. Là, on va mettre l'accent sur le jouet plutôt authentique, plutôt classique, avec du bois. Donc ça va durer, ça va servir souvent à toute la fratrie. Et alors Vilac, ce qui est très 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 sympa aussi, c'est qu'ils font beaucoup d'efforts et de recherches sur les illustrations. En général, ça va être des illustrations de petits illustrateurs, ou comme par exemple Nathalie Lété. Il y a toute une gamme comme ça qui est faite avec ces illustrations. Ça donne un cachet particulier au jeu qui deviennent un petit peu plus précieux et puis beaucoup plus joli. Et ça fait aussi déco. Et je trouve que ça ouvre l'enfant à autre chose que le design simpliste qu'on a tendance à retrouver dans les jeux pour enfants. Les jouets libres maintenant ? Alors les jouets libres, là c'est une marque aussi qui fait attention donc au packaging, ça va être très simple, donc très épuré, et on va rester sur des jeux que toute la famille, tout le monde peut y jouer. On va pas faire la tête quand l'enfant arrive avec la énième fois le mémo, très classique. Ça va être des petits jeux de morpion, du shifumi, des dames, les échecs, et dans un design très épuré. On peut mettre ça dans le petit sac, on emmène ça en vacances, donc ça évite de sortir les tablettes et les téléphones portables. On n'a plus d'excuses, on peut jouer à des jeux beaucoup plus classiques. Alors, Pirouette Cacahuète, alors ça fait aussi partie de votre sélection. Oui, alors Pirouette Cacahuète, moi j'aime beaucoup parce qu'ils font énormément d'efforts sur les matériaux utilisés. Donc ça va être beaucoup de carton, on va retrouver du loisir créatif comme des jeux beaucoup plus simples, par exemple les billes, mais les billes en terre. Donc ça va être que des matériaux soit recyclables et ou recyclés. Donc là, il y a vraiment une démarche particulière et c'est intéressant de partir sur des marques de jouets comme ça qui sont durables et qui sont aussi plutôt positifs pour la planète. Allez, une petite dernière pour la route. Chou du volant. Alors, Chou du volant, oui. Alors, en plus, ce sont des voisins. Ils sont rennais. Ils viennent de remporter le prix je ne sais plus, ça y est, de l'innovation du jouet. Et alors là, ça va être aussi des jouets assez durables. Ils font énormément d'efforts sur tout ce qui va être les matériaux. Les fournisseurs, ça va être soit locaux. Sympa, le design. Oui, c'est très joli. Ouais. Ça va être faire des fournisseurs locaux, donc français au maximum, pour éviter l'impact sur l'environnement. Et donc ça c'est vraiment un investissement qu'on fait pour toute la fratrie, puisque c'est un jouet qui va vraiment durer. Merci beaucoup, Gwendoline, merci pour cette sélection. Vous connaissiez les uns les autres ces marques de jouets français? Vilac. Vilac, tout le monde c'est la tradition, la valeur sûre. Allez, je vous propose qu'on aille retrouver maintenant Billy chez un éleveur de volailles. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, bonjour Olivier. Bonjour Billy. Tu vas bien? Ça va. Alors ce matin, nous sommes là, regardez, avec le petit piou-piou. Alors c'est quoi que j'ai là? Alors là, c'est un pintado Ouais. qui a 15 jours. Et là, un cougnou noir. Un cougnou noir. Alors vous avez deviné, on est là dans une petite exploitation agricole où vous faites de l'élevage de volailles, c'est ça? Et notamment aussi l'élevage de volailles qui sont nourris avec nos céréales de la ferme. D'accord. La ferme fait à peu près 45 hectares. Ok. Ah, une petite exploitation alors? Ouais. On est attaché à ça, l'aspect familial et puis le lien au sol. D'accord. C'est-à-dire que j'ai mes 35 hectares de culture où je fais blé, maïs, du pois et de la févrole. Donc tu nourris tes bébés avec les aliments que tu as sur ta ferme, quoi. C'est ce qui s'appelle le lien au sol. Voilà. Okay. C'est ce qui est la production de céréales va dépendre de ma production de volailles. Ah ok, donc si tu as, on va dire, 10 tonnes de blé, tu ne feras pas plus de volailles que ce que tu peux nourrir avec ça, quoi. Non, c'est ça. C'est en cela qu'on joue, enfin c'est pas qu'on joue, mais c'est qu'on fait avec la nature. Ouais. Donc après il y a mon père qui m'aide beaucoup avec l'expérience pour qu'on évite de se casser la figure, quoi. D'accord. Alors tu fais quoi comme type de volaille? Parce que là j'ai un pintado et un cougnu. Cougnu noir, c'est-à-dire qu'il n'a pas de plume au niveau du cou. Alors ça c'est voilà. Après on fait aussi une autre race, la coucou de Rennes, c'est une ancienne race locale. Ah oui, qui est très connue. Qui est assez relativement connue. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait alors les pintades, s'il vous plaît. Elles font du bruit derrière. Ouais. Bon, on a l'habitude sur le plateau, on en a deux, des filles, pardon, excusez-nous. Je ne me permettrai pas. Ensuite, alors on fait aussi des cannes. Alors les cannes, on fait en ce moment c'est la pleine période de la canne sauvage. Ok. C'est-à-dire qu'en fait,
quand elles arrivent, alors oui, c'est vrai que toutes les volailles à la ferme arrivent à un jour. Ok. Et donc les colverts notamment, les cannes sauvages arrivent à un jour. Je suis obligé de leur couper le petit bout des ailes pour pas qu'elles volent. Ah oui, bah sinon elles voudraient. Sinon, partir, j'en ai plus du tout à la fin. Est-ce que tu mets combien de temps pour élever tes petites bêtes là? C'est 4 à 5 mois d'élevage. 4 à 5. Ah oui, donc on prend le temps de les faire Voilà. grossir tranquillement, quoi. En volaille label, c'est autour de 2 mois et demi. Ok. Et pareil, on considère que pour le rythme de l'animal, c'est au minimum 4 mois à 5 mois. Ok. Donc là, c'est vraiment de la volaille plein air. Ce qu'on voit là, c'est Voilà. en pleine campagne, il y a de l'herbe, il y a Il des y a de arbres l'espace, partout. voilà. Ouh, il y en a un qui veut partir. Ouais. Donc voilà, c'est ça, c'est qu'on respecte vraiment le rythme de l'animal, qu'il ait le temps de farfouiller, de chercher au niveau sur sa prairie pour compléter sa ration. Parce que c'est vrai que moi, je fais ma ration, elle n'est pas forcément super équilibrée, mais c'est entre guillemets, c'est volontaire, entre guillemets, c'est que ça les oblige à aller sortir pour aller... Pour aller chercher à manger voilà, là où il faut. Bon, ça marche. Et en ce moment, alors tu fais quoi plus spécifiquement? Eh bien là, on arrive sur les périodes hivernales, donc c'est plus, on arrive sur les volailles de fête. Donc c'est vrai que là, c'est les oies, les dindes, les chapons. Okay. Et on est assez fiers de notre petite particularité. On fait les poulardes, alors poulardes nature. Je connais pas ça, poularde, c'est quoi? Eh bien, je vais te montrer. On va aller voir ça. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce que c'est que la poularde. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure alors. À tout à l'heure tout le monde. Et le coup farci. À tout à l'heure, Billy. Je vous passe les commentaires que ça nous a inspirés sur le plateau. On s'est dit que les pauvres petites bêtes, elles allaient peut-être finir au four pour les fêtes. C'est pas terrible. Bon, transition toute trouvée et tout en finesse et en douceur vers le carnaval des animaux. Œuvre que vous nous préparez, Albin de la Simone et Valérie Mrégène. Albin, auteur, compositeur, interprète. Valérie, auteur, plasticienne et metteur en scène. Vous êtes tous les deux multipalettes. Avant de parler de votre version revisitée du carnaval des animaux, on avait envie quand même de parler un peu de Camille Saint-Saëns. C'est une œuvre qu'il a composé en 1886. On va se pencher quand même sur ce compositeur parce qu'il a interdit que cette œuvre soit jouée de son vivant en public. Pourquoi ? Si j'ai bien compris, ouais. Il ne l'assumait pas du tout. C'est quelque chose qu'il a écrit comme un genre de cadeau pour, je ne sais plus si c'est pas Mardi Gras. Mardi Gras, apparemment, oui. Et il l'a offert à ses neveux. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il a écrit un peu comme ça sur un coin de table. Oui, parce que c'était un compositeur jugé sérieux mais et très il sérieux, jugeait que c'était pas assez sérieux. Et qui a trouvé que c'était rigolo 5 minutes, mais en fait, il n'avait pas du tout envie que ça devienne son œuvre la plus connue. Ouais. Et en fait, malheureusement pour lui, c'est terrible, mais finalement, aujourd'hui, cette œuvre contient tellement de tubes, c'est vraiment des tubes, quoi, que on ne connaît, la plupart des gens ne connaissent que ça de lui. Mais bon, en même temps, c'était injuste de sa part. Il a été dépassé par le succès, finalement. Mais oui, mais en fait, l'ensemble de l'œuvre était peut-être un peu étrange et un peu irrégulière, mais il y a quand même des morceaux qui sont fabuleux. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre à l'intérieur. Donc finalement, c'est assez justifié que ce soit si connu. Mais pour lui, c'est injuste un peu. Oui, visiblement. En quoi est-elle originale pour son époque, justement ? Alors, je ne suis pas musicologue, moi. C'est fait pour un grand orchestre. Oui, c'est fait pour un orchestre de 26 musiciens à peu près, avec 2 pianos à queue. Donc c'est une œuvre assez complexe à monter. C'est très très bien écrit, c'est très riche, c'est vraiment intéressant. Ça joue beaucoup sur des clins d'œil, des références musicales à d'autres morceaux, à d'autres trucs. C'est très dans son époque, c'est un petit peu un pastiche aussi. C'est pour ça que lui, ça l'intéressait pas plus que ça, quoi. Il y a quelques morceaux qui sont vraiment des œuvres originales là-dedans, et puis il y a des morceaux qui sont des mélanges de trucs, de clins d'œil pour rigoler, quoi. Ouais. Donc lui, il avait vraiment écrit un peu... c'était pour un grand orchestre, mais c'était pas de la musique sérieuse. Donc nous, on s'est dit qu'on allait en faire quelque chose de léger, et la décrocher du côté grand orchestre, justement, et la rendre beaucoup plus... facile à monter, facile à jouer, facile à déplacer, parce que 25 musiciens, c'est un peu compliqué. C'est compliqué à monter, puis c'est compliqué à regarder aussi. Ça installe quelque chose de vachement intimidant aussi pour les enfants. Voilà, on est parti de là en se disant, repartons d'une version très légère et très mobile, et puis écrivons quelque chose qui soit un texte et un spectacle, un argument qui amène les enfants à ça. Et on va quand même écouter un tout petit bout de l'œuvre originale pour voir un petit peu de quoi vous partez et comment vous avez travaillé ensuite. On va écouter un extrait d'Aquarium, pièce extraite du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. On écoute un petit extrait très connu, évidemment. Ouais.
systématique, c'était quand même s'attaquer à un monument. Comment ça a commencé tout ça? En fait, Albin avait fait une première version de ses arrangements pour 4 musiciens il y a quelques années. Et tu m'arrêtes si je me trompe. Ah non. Et avait envie de refaire quelque chose en fait avec cette nouvelle version. Et comme nous travaillons tous les deux avec le TNB, artiste associé. Hein, voilà. En fait, c'est l'équipe du TNB qui nous a suggéré l'idée d'en faire quelque chose ensemble. Et en discutant, on a imaginé un argument, une situation. Et puis, à partir de là, on a écrit une histoire, en fait. Donc, une comédienne arrive, elle raconte que des animaux se sont enfuis, par exemple des élevages qu'on a vus tout à l'heure, et qu'ils sont partout dans la ville, dans la nature, etc., et qu'ils vont peut-être arriver, on ne sait pas très bien, etc. Et grâce, en fait, aux 4 musiciens présents, elle va essayer d'élucider et de comprendre ce qui se passe. Vous vous êtes posé quel type de questions à ce moment-là? On s'est posé pas mal de questions quand même. On s'en pose toujours d'ailleurs. On s'en pose toujours, oui. Ouais. Le Carnaval des animaux, c'est une pièce musicale. Donc c'est un titre à chaque fois, par exemple l'aquarium qu'on vient d'entendre, et puis une musique qui évoque l'aquarium. Après, le lion. Et puis après, on entend une musique qui évoque la marche du lion, les tortues. Et en fait, on a voulu vraiment essayer de casser ce truc systématique et puis qui n'en fait pas un spectacle, qui est juste, ça fait un super disque, mais ça fait pas un spectacle. Donc nous, il a fallu qu'on écrive quelque chose, qu'on invente une histoire qui soit pas trop répétitive, qui justement sorte de ce truc de tableau systématique. Donc on s'est posé 1000 questions, notamment qu'est-ce qui se passe, pourquoi tous ces animaux. Et alors là, après, c'est l'histoire d'une évasion d'animaux. C'est l'histoire d'une évasion massive d'animaux, juste avant Noël. Voilà. Et c'est aussi l'histoire personnelle de cette comédienne, enfin de ce personnage qui est sur scène et dont on comprend au fur et à mesure qu'en fait elle a un lien très particulier avec l'animalité et qu'elle cherche peut-être à y revenir. C'est son parcours à elle. Et en effet, l'enjeu majeur, c'était d'éviter le côté un bout d'histoire, un morceau, un bout d'histoire, un morceau, de faire que tout ça soit assez fluide, assez lié, qu'il y ait une interaction entre la comédienne Jocelyne Desverchères et les musiciens, qu'ils se regardent, qu'ils ne soient pas... chacun fait ce qu'il a à faire, etc. Oui, que ce soit vivant. Qu'il y ait des déplacements, que ce soit vivant. Alors, au niveau de la mise en scène, il y a de très jolis dessins. Hein. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ces dessins. En fait, ces dessins ont été produits au cours d'un week-end qui a eu lieu l'année dernière, en mars ou en avril, au TNB, petit TNB. Donc, j'ai plus ou moins coordonné. Enfin, en fait, pendant 2 jours, il y avait des ateliers pour les enfants. C'était vraiment un week-end familial. Et anticipant le spectacle qui allait venir, on a proposé un atelier de dessin d'après le Carnaval des animaux. Donc, il y avait l'écoute des arrangements d'Albin, et puis les enfants dessinaient des animaux. Donc, on a proposé aux parents de garder les dessins de leurs enfants pour les scanner. Et on a utilisé tous ces magnifiques dessins qui seront projetés pendant le spectacle. Voilà, et on a toutes sortes de bestioles assez inclassables. Alors, quelquefois, il y en a qu'on reconnaît, puis d'autres fois pas, et ils sont assez merveilleux. Et l'idée, c'est que comme le personnage principal mène une sorte d'enquête pour comprendre ce qui se passe, l'idée, c'est qu'elle reçoit ces dessins sous forme de messages, et c'est comme des portraits robots. Elle essaye de comprendre à quel genre d'animaux elle a affaire en voyant ça. Donc, ça reste un peu ambigu, quoi. En fait, on a beaucoup travaillé sur le fait de ne pas forcément respecter complètement justement le principe de le lion, et après on met la musique du lion. En fait, quelquefois, on met la musique, on joue la musique. La musique évoque un autre animal qu'un kangourou, par exemple, et ok. On n'est pas obligé de garder les titres de Saint-Saëns. On a pris des libertés comme lui-même l'assumait pas, son œuvre. On s'est dit, ok, nous faisons ce qu'on veut, de manière à l'assumer, à vraiment rigoler avec, quoi. Et on a pris pas mal de liberté quand même. Et on verra tout ça du 5 au 15 décembre au TNB à Rennes, puisque vous étiez en résidence. On continuera à parler du Carnaval des animaux un petit peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, on va continuer à parler des enfants avec vous, docteur Marie-Aline Guitny, sous l'angle de la santé. Cette fois, vous êtes pédiatre au CHU de Rennes. Et on va parler d'une affection bien de saison, malheureusement, la bronchiolite.
Alors d'abord, comment définit-on cette maladie? Quels sont ses symptômes? Alors la bronchiolite, c'est une maladie virale qui est liée souvent au virus du VRS et qui commence souvent par une rhinopharyngite, donc c'est-à-dire un rhume classique, banal. Et puis en quelques jours, le virus va se multiplier et puis diffuser dans tout l'arbre bronchique et pulmonaire. Donc du coup, les enfants vont se mettre à tousser et peuvent après être encombrés et gênés pour respirer. Voilà. À quel moment doit-on s'inquiéter? Quand faut-il commencer vraiment à s'inquiéter? Alors, c'est une maladie banale, sauf chez les tout petits. Donc, on s'inquiète chez les plus grands quand ils sont gênés pour respirer. Donc, souvent, ça les gêne pour manger. Donc, si pendant plusieurs repas d'affilée, ils n'arrivent pas à prendre plus de la moitié de leur ration, on s'inquiète. Et puis, quand ils ont des troubles dans leur comportement, donc soit ils sont très agités, soit ils sont très endormis, à ce moment-là, évidemment, il faut consulter. Elle touche principalement les nourrissons, cette maladie. Est-ce qu'on l'appelle bronchite chez les plus grands et bronchiolite chez les plus petits? C'est comme ça que ça marche ou... Chez les plus grands, on ne l'appelle pas vraiment. Elle donne plutôt des rhinopharyngites chez les plus grands, y compris chez les adultes. Elle est embêtante aussi pour les seniors. Mais c'est vrai que nous, en pédiatrie, c'est surtout les tout petits nourrissons qui nous préoccupent, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 6 semaines. Alors c'est responsable de pas mal d'admissions aux urgences, d'un nombre croissant même. 30% des enfants de moins de 2 ans sont touchés quand même chaque hiver. Est-ce qu'il y a des mesures prises, par exemple, chez les grands prématurés? On imagine qu'ils sont un peu plus protégés et un peu plus surveillés. Oui, alors même les grands prématurés, ils ont il y a une technique de prévention. En fait, c'est pas une vaccination, mais il y a un traitement qui s'appelle Synagis qui existe déjà depuis longtemps, où c'est une injection d'immunoglobulines pour les protéger. Mais c'est pas un vaccin, donc il faut le répéter tous les mois, tout le temps de l'épidémie. Voilà. Alors, et pour les enfants qui ne sont pas prématurés, quel traitement existe? Il y a quoi, des médicaments, de la kiné respiratoire? Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Non, donc c'est essentiellement du lavage de nez et après c'est des mesures pour améliorer le confort de l'enfant. Donc un peu de paracétamol s'ils sont douloureux ou s'ils ont de la fièvre. Et puis on peut proposer quand même de la kiné respiratoire aussi. Alors c'est controversé, la kiné respiratoire. Alors c'est plus systématique que comme auparavant. C'est-à-dire qu'en France on était très pro-kiné il y a quelques années. Maintenant on ne le prescrit pas de façon systématique. Mais quand même ça peut aider certains enfants pour qu'ils mangent mieux par exemple ou pour qu'ils dorment mieux. Donc ça ne raccourcit pas la maladie, mais ça permet d'améliorer le confort de certains. Alors on va parler de prévention également. Est-ce qu'il y a des gestes clés à adopter pour essayer d'éviter la contagion? Justement, nous adultes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est un virus en effet qui est dans toutes nos sécrétions, donc quand on éternue ou quand on tousse, et qui du coup se dépose sur les mains ou sur les objets. Donc pour prévenir l'infection chez les tout-petits, on insiste vraiment sur le lavage de mains. Il faut se laver les mains avant de s'occuper de l'enfant. Systématiquement. Ou une solution éventuellement hydroalcoolique éventuellement. Voilà. Est-ce qu'il faut éviter les lieux un peu surchauffés, les lieux bandés évidemment? Oui. Comme c'est une épidémie, c'est un virus qui est très porté dans la population. Si on veut protéger les plus petits, il faut essayer d'éviter de les emmener dans des endroits où il y a beaucoup de monde, où c'est confiné, où il y a beaucoup de gens malades. Donc on évite les transports en commun, voilà. Et puis peut-être les fêtes de famille aussi, malheureusement, parce que c'est évidemment des moments propices à la contagion, quoi. Et oui, souvent les vacances de Noël, oui, c'est vraiment le pic de l'épidémie en plus. Donc il faut prévenir les petits, donc ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait trop d'embrassades ou de choses comme ça quand tout le monde est malade. Bon, pas de câlin pour Noël, terminé. Voilà. En tout cas pour les tout petits, il faut vraiment les protéger, je pense. Vous faites aussi de la prévention, bien sûr, avec des plaquettes d'information à destination des parents, évidemment. Oui, alors il y a des plaquettes. Il y a déjà une information à la maternité, dans les maternités, puisque pour les nouveau-nés qui naissent maintenant, c'est vraiment important d'essayer d'empêcher qu'ils aient la bronchiolite. Donc il y a des informations faites avant la sortie de maternité. Et puis ensuite, il y a des plaquettes qui sont distribuées chez les médecins traitants, chez les pédiatres, dans les PMI, dans les crèches. Voilà. Eh bien, nous savons tout. Merci beaucoup, docteur Guitny. Et puis, vous avez peut-être une petite réaction, Gwendoline, puisque vous êtes notre spécialiste enfance. Vous avez peut-être une petite technique. Ah, mais je vous parle de la technique du sushi. C'est ça. Allez-y. Alors, moi, je vous dis tout. Pour les petits, pour leur nettoyer le nez au séropi, quand ils se débattent un peu, il faut faire un sushi dans la serviette de toilette. Non, mais c'est vrai. Comme ça, vous les protégez bien de leurs petits bras. Vous les tournez sur le côté et là, hop,
la pipette de sérum fille. C'est bien Voilà. ça, quoi. Ouais, tout à fait, Elle est très très bien. forte. Technique du sushi. Et elle sait de quoi elle parle, je peux Exactement. vous le dire. Merci beaucoup, Gwendoline. On va tout de suite retrouver Billy chez l'éleveur de volailles. On va voir si elles se sont échappées. Attention. Alors là, il vient de bouger le truc. Oui, Alors, il donc était nous sommes effectivement de retour, Laurence. Là, je viens de choper une petite poule. Ah, que c'est vrai que c'est moi qui l'ai chopée. Oui, c'est vrai, je confirme. Et donc, du coup, tu nous disais qu'on allait découvrir la poularde, c'est ça? Voilà la poularde. Donc, Alors, oui, il a de la force, le bazar. Hein. Tu sens que c'est pas un truc industriel, là. Ah non, c'est très Ils sont énergique. costauds, hein. C'est, oui. Quand je vais les attraper, je suis obligé de les attraper le soir, Ok. à la pénombre, parce que sinon c'est impossible. Alors, tu nous disais que ta maman tricote des petites écharpes Voilà, pour les coups nus. comme c'est connu, donc les pauvres petites, on leur fait des petites écharpes pour pas qu'elles aient froid. Voilà. Non, alors attention, trêve de plaisanterie. Donc, raconte-moi un petit peu ce que c'est que la poularde. Donc la poularde, en fait, c'est donc dans mon élevage, voilà, je les emmène jusqu'à à peu près 4 à 5 mois d'élevage. D'accord. Elles ont accès au parcours, à volonté, tout ça. Et à partir du 5e mois, c'est-à-dire que là, je les emmène dans mes grandes cages, Ok. où là, pour le coup, je reprends la main sur l'alimentation, je leur donne à manger que du maïs. D'accord, Maïs ok. et du lait entier. Ça marche. Donc, du maïs qui vient de chez toi, que Voilà. tu as concassé et Voilà. que tu as mis comme ça, quoi. Voilà, j'ai broyé et Ok. comme ça. Et l'idée, le but, c'est que, Non, il n'y a pas ça. en fait, on arrive à les engraisser et que surtout que la graisse s'intercale dans la chair et ça donne D'accord. une chair persillée, très tendre. Oh, ok, déjà ça donne envie. Hein. Et ça dure pendant 3 semaines à 1 mois. Ah, ok, d'accord. Donc Voilà. on les force pas, c'est pas gavé non plus. Non, naturellement, voilà, elles font ce qu'elles veulent, mais si ce n'est qu'elles ont à manger que le maïs et le lait. Ok, et ça se fait avec toutes les variétés de poules. Ouais, par exemple, il y a les poulardes de Bresse, c'est différent. Enfin voilà, le principe est à peu près similaire. D'accord. Mais après, moi je pense que c'est ce qui peut les différencier, c'est leur vie d'avant. Par exemple, moi, quand elles ont pas mal couru, elles ont pas mal de muscles. Ah, bah oui, Donc je viens de le sentir. Et effectivement, quand elle bouge, on voit qu'elle a de la muscle, qu'elle a des muscles. Et souvent, voilà, moi les clients au niveau des marchés, ils disent quand ils achètent la poularde, ils savent que ça va être une chair beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus tendre. Parce qu'elle est née chez toi. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, excuse-moi, tu voulais dire? Non, vas-y. J'avais une question. Où est-ce qu'on peut trouver ta volaille? Parce qu'ici, à l'exploitation, tu vends pas directement. Non, on n'a pas. Par exemple, j'ai pas le temps, enfin voilà. Et puis j'aurais tendance à trop discuter. Je suis tellement passionné que les gens viendraient, je passerai mon temps à discuter. Puis Il n'y aurait plus le boulot qui se ferait. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc non, en fait, on vend au marché des Lys. Ok. Ça fait depuis 40 ans, mes parents le faisaient. On vend aussi Boulevard de la Liberté, les Halles Centrales ou maintenant la Criée. D'accord. Et après, on vend beaucoup via les restaurants, les restaurants de la région rennaise. Et après, on est sur les boucheries et restaurants de Paris. sur D'accord. Paris. Donc ta volaille est beaucoup cuisinée dans les restaurants, les bonnes tables de Bretagne, quoi. Voilà, après, ils essayent, oui. Enfin, c'est nous. Souvent, les gens disent, mais comment vous faites? Nous, on ne fait rien, si ce n'est qu'on laisse du temps se Ouais, c'est ça. faire. Voilà. Je pense que c'est ça. Un bon produit, on met le temps de le faire. Voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a bien appris qu'ici, les bons produits, ça venait là. Si on veut des bonnes choses sur la table pour Noël, eh bien, on prend les volailles Renault. Et alors, on cuit longtemps le poulet? Alors oui, c'est ou on le important. cuit... Ah, c'est ça, c'est très important. Notamment, donc nous, on s'enquiquine, entre guillemets, à les engraisser. Donc, Ouais. quand vous mettez votre volaille, vous mettez à four froid, pas de matière grasse, un petit peu d'eau. Et on conseille sur une cuisson lente et douce. Donc, pour une poularde de 1,8 kg à 2 kg, pour 5 convives, il faut compter à 160 degrés à four froid pendant 1h30 à 2 heures. Ok, on a pris le temps de les faire grandir. Voilà. Donc, on prend le temps de les cuire. Allez, à très bientôt tout le monde. Et puis, bah, on va aller... Non, on va pas aller la manger. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. Au revoir Billy, vous voyez, ça finit au four. Oui, forcément et malheureusement. Bon, allez, on va changer de sujet maintenant. Justine Lemoin nous a rejoint. Vous êtes, Justine, notre conseillère mode. Avec vous, nous affrontons l'hiver avec une grande élégance parce que ce matin, vous nous faites porter le chapeau. Exactement, oui, vous avez vu ça. J'ai envie que vous ayez bien chaud pour cet hiver. Ouais, je vois parce ça. que voilà, maintenant c'est les chapeaux. Et avec justement l'idée de changer un petit peu du bonnet classique que l'on porte un petit peu tout le temps et qui est finalement un peu plus décontracté. J'avais envie de parler vraiment de chapeau et d'apporter un côté finalement peut-être plus élégant que le bonnet. Et allons-y. Donc j'ai emprunté quelques petits chapeaux justement à la fée maraboutée du Grand Quartier pour justement un peu imaginer ce que je vais vous dire. Et on va commencer avec le béret. Allez, le Est-ce que béret. vous en portez un petit peu du...
J'aime bien. Du béret peut-être pas oui. Si, moi, de temps en temps, j'aime bien. C'est un petit côté on a quelques justement, adeptes dans notre équipe là, de voilà, la c'est un petit côté très élégant, c'est très français, hein, le béret, ça existe depuis vraiment bien longtemps, mais on le voit depuis quelques saisons, il est assez présent justement dans les collections et il va se décliner en plusieurs couleurs pour apporter de l'originalité, comme le rouge, le moutarde ou l'ivoire, ou effectivement l'éternel, le classique, le noir. Bon, est-ce qu'on peut l'essayer? Alors avec Qui veut grand l'essayer? plaisir. Peut-être pas vous, Alexis. Des bérets. Bah ouais, c'est sympa les bérets, ça a l'air chouette. Beaucoup moins. Allez, hop. Effectivement, beaucoup moins. C'est quand même une tradition. Alors, je sais pas comment on le Alors, il faut porter un C'est petit très peu bien. sur l'arrière. Un c'est petit peu très sur bien, l'arrière, voilà, et alors, un attention. petit peu de côté. Et un petit peu de c'est côté, allez, hop. parfait. Et ben Ouais, voilà. je sais pas. Bon. Et ben non, mais c'est très bien. Je trouve Voilà. ça très Bon, joli. ça c'est fait. Voilà. Donc le béret, en plus, il se porte assez facilement. On peut vraiment l'associer dans différentes tenues. Et donc c'est vraiment un accessoire qui rehausse un look en un clin d'œil. C'est vraiment très sympa. Donc ensuite, on va parler du chapeau de feutre. Ah, il va y avoir des adeptes, je sens ça. Ça, je pense que c'est pour Ah, toi. voilà, bon, ce sera pour Valérie. Et on le alors. voit aussi beaucoup en ce moment. C'est quelque chose qui est assez pratique parce que c'est en plus dans une matière qui est toujours un peu légère, un peu fine, mais ça tient quand même très bien, très chaud au niveau de la tête. Et il y a un petit côté masculin ou alors dans un style un peu bohème, tout dépend ce qu'on a envie de donner. Mais c'est vrai que c'est le chapeau que l'on voit un peu sur toutes les têtes depuis quelques saisons et surtout lors des derniers défilés. On a vraiment vu cette petite coupe-là, un peu style fedora et je trouve ça très sympa. Allez, Valérie. Qu'est-ce que vous en hop, pensez? Valérie, allez, Allez, partons hop. pour l'essayer. C'est parti. Essayons. Ah bah, écoutez. Eh ben voilà. oui, En il plus, va- il vous va parfaitement, comme un gant. Je le garde alors. Ouais, je pense que vous allez Je le garder. vais vous le laisser. Pour l'émission. Exactement, tout à fait. Et donc c'est sympa parce qu'en plus on peut jouer avec plusieurs couleurs. Donc là on est sur un gris un peu chiné. Donc, effectivement il y a l'éternel noir, mais il y a aussi beaucoup justement ces couleurs un peu automnales, le kaki ou le bordeaux, et ça donne vraiment beaucoup de lumière au niveau du visage. C'est très sympa. Autre idée? La casquette marin. Alors ça c'est. Regardez, Alban, il a déjà le rayé. Eh ben oui. Donc là, je pense que Oui, tout à fait. tout Mais indiqué. alors c'est vrai que russe, ça, c'est pas breton. C'est pas breton. ouais, Ah. c'est russe, c'est un truc de Ah marin. bah vous m'apprenez russe. quelque chose, donc c'est Oui. très bien. Non, mais celui-ci est russe. Mais Ah, je veux dire, ça celui-ci ressemble est aux russe. choses Saint-James et tout Ouais. ça. Tout à mais- fait, à la mais ça n'en est marinière pas du tout. classique. Ouais, Bon, mais ça n'en eh est ben pas du tout. écoutez, donc effectivement là ça peut être un look qui peut, avec la cassette ça peut bien s'y prêter. Ça arrive tout juste, c'est encore un petit peu timide, sauf que ça apporte un look très sympa et très authentique. Mais c'est vrai que vu que c'est une casquette qui est quand même assez marquée, un peu style Gavroche, il faut plus l'utiliser dans un look assez simple, gros pull, jean, et puis même comme vous pouvez voir sur les photos, essayer de l'associer un peu plus simplement. Costume peut-être. C'est plus des styles confortables, hein. Un petit peu plus féminin là quand même, parce que bon. On va pas vous obliger, maître Non, Droit, ça non. serait pas sympa. Et puis alors moi, elle est trop grande, donc je ne peux pas la porter. Bon, bah voilà. Et Alban, non? Non. On peut pas essayer, non. Je Vous trouve êtes que ce chapka, serait, vous. ce serait trop. Ouais, moi j'ai une Oui, chapka. j'ai vu ça. Je suis très russe en fait. Je reviens de Russie. C'est donc, bien. Ah bah, écoutez. Je suis équipé en russe. C'est parfait. Donc voilà pour cette petite casquette. Et alors le dernier petit accessoire que je trouve qui est très sympa, et finalement qui se rapproche du bonnet, mais qui a un côté un petit peu plus féminin, ça va être le bandeau. Alors là, effectivement, il y a un petit accessoire aujourd'hui dessus, mais sinon, il n'y a pas d'accessoire. Il peut y avoir juste un nœud, également comme sur les photos. Mais c'est assez joli parce que c'est à maille, ça tient très chaud, ça se positionne vraiment au niveau des oreilles et bien sur l'avant. Et vous pouvez garder aussi bien les cheveux longs que les cheveux courts sans aucun problème. Et ça existe aussi, ça se décline dans toutes les couleurs. Donc c'est vraiment un accessoire qui est sympa, qui change du bonnet. Et au moins, quand on l'enlève, on n'a pas le côté cheveux électriques du bonnet qui nous plaît tant. Et ces messieurs, alors? Alors que ces messieurs, parce peuvent-ils qu'on ne les porter? oublie pas. Mais non. Donc nous, on a vu la chapka, mais parce qu'on vient de Russie, hein, donc forcément. Et si vous êtes un peu lassé de l'éternel bonnet, c'est pareil. On décline davantage le chapeau, et notamment toujours avec l'idée du fedora, où on le voit bien présent. Alors il est un peu plus doté d'un bord un peu plus large et une calotte pareil creusée comme celui-ci. Mais c'est vrai qu'on va vraiment l'utiliser plutôt dans des couleurs assez foncées. Très, très confortable et très stylé aussi, ça peut être à essayer. Et donc après, sinon, pour un look un peu plus décontracté, il y a aussi ce qui revient en force, la Gavroche, donc qui est tout en bas à droite. La Gavroche, donc qui est une casquette avec un côté un petit peu plus bombé, voilà, plus décontracté, mais ça apporte une touche un peu rétro, moi je trouve, qui est super sympa. C'est sympa. Et pour un petit côté un peu plus classique chic, justement, tout ce qui est costume, etc., il y a le chapeau melon.
Bon, alors oui. là, l'incontournable, le classique. Exactement, l'incontournable. En plus, je trouve que c'est un petit côté, qui est encore une fois un rétro et qui apporte beaucoup de charme à un look. Et j'aime assez, je trouve ça sympa. Merci, Voilà. Christine. Écoutez, impeccable. Je pense qu'on a tous trouvé notre bonheur. Donc voilà, à chacun son. Eh bien, tant mieux. Je suis ravie. Merci beaucoup à vous. On va revenir vers vous, Valérie et Albin. On va reparler quand même un petit peu, Valérie, du travail d'écriture sur cette création. Comment avez-vous fonctionné? Vous avez eu une méthode un peu particulière? En fait, on a fonctionné au fur et à mesure, donc au plateau, et puis en faisant les répétitions, j'avais pas d'histoire. Enfin, j'ai commencé à écrire une trame avant qu'on se rencontre tous, mais elle a complètement bougé au moment d'essayer. Et donc ce qui en est plateau, bien, quand voilà, vous faisiez les répétitions, pour les premières répétitions, en fait, ce qui était Carnaval important, des animaux, elle bougeait tout le temps, c'était de voir la succession des morceaux, en fait, que ça fonctionne déjà. Et pour ça, il a fallu essayer beaucoup de choses, remettre en question la première proposition que j'ai faite. Et tout le monde, en fait, je veux dire, tous les gens qui sont sur le plateau, c'est-à-dire les musiciens, la comédienne, etc., ont donné aussi leurs impressions, leur avis sur tout ça. Et l'histoire s'est écrite vraiment au fur et à mesure, c'est-à-dire en essayant des choses, en éprouvant, en voyant ce que ça donne. Par exemple, il y a donc cette histoire un peu personnelle du personnage principal qui raconte des sortes de souvenirs d'enfance, et ça, c'est arrivé assez tardivement. Parce qu'on a senti qu'il manquait peut-être quelque chose, et du coup, voilà. Et les choses se sont construites de cette façon-là. De façon très collective, c'est ce qu'on ressent dans l'expérience. Alors justement, puisqu'on parle d'expérience, il y aura aussi au TNB une expérience familiale, et ça, c'est une belle initiative. Vous allez en fait jouer le carnaval des animaux pour les enfants, c'est ça? Et pendant ce temps-là, les parents, eh bien, ils ont aussi leur spectacle. Les parents seront occupés. Aussi. Je ne sais pas exactement à quoi. Ils seront occupés. Pendant le carnaval des animaux, il y a, je crois, la mise en scène d'Éric Vignier, d'une pièce de Claudel. Exactement. Voilà. Oui. Et ce sera donc le 15 décembre à 14h30, donc une expérience familiale avec spectacle pour les enfants et en même temps spectacle pour les parents. C'est quand même une belle initiative. Ça, c'est les bons trucs du TNB quand même. C'est les bons trucs c'est vrai, c'est tellement généreux et c'est super d'organiser ça, je trouve. Alors voilà, on vous retrouvera donc au TNB à Rennes du 5 au 15 décembre, le carnaval des animaux, revisité par Albin de la Simone et Valérie Mrégène, une création à 4 mains à ne pas manquer. Maître Alexis Croix, vous nous avez rejoint. Bonjour, vous êtes avocat. Oui. Avec vous, on va évoquer une question qui va intéresser celles et ceux qui s'apprêtent à acheter un bien. L'acquéreur d'un bien immobilier est-il protégé contre la découverte après son achat d'un éventuel défaut ? Alors, comme c'est ce qu'on appelle le vice caché. C'est ce qu'on appelle le vice caché, exactement. C'est de ça dont on va parler. C'est ce qu'on redoute tous, en fait. C'est ce qu'on redoute. Alors, vous parlez de biens immobiliers, ça existe sur d'autres types de biens qu'on peut acquérir, une voiture, à peu près tout ce qu'on peut acheter. En matière immobilière, il y a des règles qui sont très simples. Donc, on peut bénéficier effectivement d'une garantie lorsque on découvre un vice, mais comme souvent, il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. Donc la première condition, comme son nom l'indique, le vice doit être caché, c'est-à-dire que l'acquéreur ne doit pas avoir été en mesure de pouvoir découvrir par lui-même l'existence du vice. Si vous avez une toiture qui est percée, par exemple, il ne pourra pas aller évidemment rechercher son vendeur pour dire vous m'avez vendu quelque chose avec un vice caché. Vous avez la capacité par vous-même de découvrir l'existence du vice. Donc ça, c'est le premier élément, donc le caractère caché du vice. Le deuxième élément, la deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas y avoir dans l'acte, alors on parle de bien immobilier, donc il y a forcément un acte notarié, et il ne doit pas y avoir dans l'acte notarié de clause qui libère le vendeur de sa garantie au titre des vices cachés. Ce sont des clauses qui sont parfaitement admises dans ce type d'acte, mais il y a aussi des conditions pour qu'elles soient applicables. D'abord, elles ne peuvent être insérées lorsque le vendeur est un vendeur professionnel, puisqu'il est censé délivrer un bien conforme à l'usage auquel il est destiné. Premier point. Et deuxième point, cette clause ne pourra pas fonctionner lorsque le vendeur est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il connaissait, lui, l'existence du vice et qu'il l'a caché à l'acquéreur pour pouvoir vendre son bien au prix auquel il espérait pouvoir le vendre. Voilà. Alors, qui est tenu à cette garantie des vices cachés? Un particulier comme un professionnel ou pas? Alors, tout le monde est tenu. Tout le monde. Tout le monde, et vous pouvez même avoir un enchaînement de responsabilités, c'est-à-dire que si le bien a été vendu à plusieurs reprises, le dernier acquéreur peut lui-même, le dernier vendeur peut lui-même se retourner contre son vendeur, etc. etc. Ah oui. Alors, peut-être une petite précision quand même importante sur les conditions qui sont nécessaires, c'est la gravité
gravité du vis aussi, qui est vraiment un élément déterminant en fait dans la qualification du vis caché. C'est-à-dire que le vis caché doit en réalité rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné, ou en tout cas réduire considérablement cet usage à tel point que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou l'aurait acheté à un prix inférieur. C'est la troisième condition essentielle. Donc oui, tous les vendeurs sont tenus à la garantie des vis cachés, à condition également que l'action soit exercée dans un délai qui est un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. D'accord, alors ça peut paraître injuste parce que visiblement, donc, c'est à l'acheteur de prouver que le vice existait bel et bien avant la transaction. Alors oui, c'est la règle de droit, c'est comme ça qu'on fait, donc c'est injuste, je ne sais pas si c'est injuste, en tout cas c'est comme ça. Ça peut sembler comme ça, oui. Ça peut sembler injuste. Bon, maintenant il y a des façons effectivement de pouvoir démontrer l'existence du vice avant, que le vice existait avant la vente, et je dirais que c'est la façon habituelle de travailler sur ce genre de dossier, c'est qu'on est en général obligé de passer par une expertise judiciaire. On va donc demander au tribunal de désigner un expert qui lui-même va pouvoir d'abord caractériser l'existence du vice, déterminer l'importance du vice et puis dire si le vice existait ou non au moment de la vente, puisque c'est une condition absolument essentielle pour pouvoir exercer la garantie, l'action en garantie des vices cachés. Que peut-on espérer comme réparation ? C'est quoi? C'est l'annulation de la vente, c'est des dommages et intérêts? Il y a de multiples façons finalement de... Alors il y en a 2, c'est les 2 que vous avez identifiés. Le Code civil en fait prévoit de façon très claire que l'acquéreur donc, qui souhaite exercer une action en vice caché a le choix entre ce qu'on appelle l'action rédhibitoire, donc c'est-à-dire l'annulation de la vente, et les parties reviennent à l'état antérieur auquel elles étaient avant. Donc le vendeur récupère son bien, quitte à lui ensuite de s'occuper de la réparation des dommages qui ont été constatés. Ça, c'est la première solution. Et le vendeur restitue le prix de vente à celui à qui il l'a vendu. Oui. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est l'action ce qu'on appelle l'action estimatoire, qui est une action en réduction du prix. En fait, la réduction du prix, grosso modo, va correspondre au montant des travaux qui vont être nécessaires pour mettre un terme aux désordres qui ont été constatés. Voilà. Et le choix de l'action, rédhibitoire ou estimatoire, appartient exclusivement à celui qui engage l'action, donc à l'acquéreur, qui va rechercher en responsabilité son vendeur. Vous avez connu des cas de figure, vous Oui, bah c'est des sujets qui sont très courants. Je peux vous raconter en quelques mots des copropriétaires dans un immeuble qui avaient maquillé les conséquences de l'apparition de la mérule. Donc c'est un champignon qu'on trouve beaucoup à Rennes, qui est très destructeur. Donc tout avait été cloisonné, des travaux pour tout cacher. Tous les copropriétaires ont vendu séparément leurs appartements. Et puis tous les acquéreurs se sont retrouvés dans des situations dramatiques avec des risques d'effondrement, etc. Donc la procédure d'expertise judiciaire a été engagée. L'expert a démoli, il a dit vous avez tout maquillé, vous avez tout caché. Donc les ventes ont été résolues. Les anciens propriétaires ont récupéré leurs appartements avec la mérule. Et puis c'est à eux qu'appartient effectivement la nécessité de faire les travaux. J'ai une question. Oui. Dans ce cas-là, si la vente est annulée, les frais de notaire restent à la charge de... On prend tout. C'est-à-dire qu'on revient à la situation antérieure. Le notaire a bossé pour rien, tout le monde a bossé pour rien. Voilà. Ok, c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Non, mais alors, les enjeux sont souvent importants puisqu'on parle de vente immobilière. Quand c'est un véhicule, c'est moins important en termes de financiers. Oui, c'est des procès qui sont avec des enjeux très importants. Voilà. Bon, comme quoi, vous voyez, ça intéresse tout le monde. Merci beaucoup, Maître Alexis Croix, de nous avoir éclairé sur ces vices cachés. Merci Justine d'avoir été avec nous. On vous tire notre chapeau. Et puis on va partir maintenant, si vous voulez bien, à la rencontre d'un jeune Morbihanais qui s'est lancé un pari un petit peu fou, faire adopter les crêpes bretonnes en Corée. Eh bien, vous allez voir ce que ça donne. Direction Séoul avec Arnaud Mig. À Séoul, dans le quartier branché de Hopjeong, c'est le rendez-vous incontournable des amoureux de la cuisine française. Yermat, à votre santé en breton, c'est la crêperie de la capitale. Tous les soirs, le restaurant est complet. C'est un repas tout simple, c'est très bon. On dirait un petit plat familial de la campagne française. On y croise aussi, évidemment, beaucoup de Français en mal du pays. C'est vachement bon et ça permet de s'échapper de la Corée un peu. Et voilà, bon appétit. Aux commandes, un breton pure souche.
Arnaud Laudrin. En 5 ans, ce Français originaire du Morbihan a conquis le cœur des Séouliens et bien au-delà. Sa botte secrète, une recette fusion à base de kimchi, le chou fermenté dont raffolent les Sud-Coréens. En Corée, dans tous les restaurants ou à la maison quand tu manges, tu as toujours du kimchi sur la table. Donc je me suis dit, bim, aimanter le kimchi, ça doit être pas mal. Et c'est pas mal. Et ça fait recette, une centaine de clients par jour. Et voilà, la première mini crêperie à Séoul. C'est dans cette cabane de 2 mètres carrés que la télé coréenne repère le Français il y a 4 ans. Donc, grâce à ça, on s'est retrouvé à, je sais pas, 40 crêpes dans la journée, à 500 crêpes direct le soir même. Il y avait plein de gens qui faisaient la queue pendant le télé-show. 3 ans plus tard, Arnaud est encore une star dans le quartier. Annyeonghaseyo. Ah. Hey, bonjour. Ah, tu es de plus en plus beau. Il a commencé ici, dans un taudis, et aujourd'hui, il est propriétaire d'un restaurant. Même s'il n'est plus dans le quartier, je suis très heureuse pour lui. Le pari du Français était un peu fou dans ce pays du bout du monde. À près de 10 000 km de l'Hexagone, ils sont seulement 3 000 Français à tenter l'aventure au pays de la K-pop. Comparé à la Chine, par exemple, qui compte plus de 30 000 de nos expatriés. Nous avons sur ce plateau des adeptes du kimchi. Il y en a comme ça. C'est bon. Ouais. Vous avez, Albin, connu une crêperie à Tokyo? Oui, mais il y a un Braise Café, c'est une marque française, qui est installée dans un quartier de Tokyo où j'habite souvent, quand j'y vais. Donc je mange des fois des crêpes bretonnes à Tokyo. C'est beau ça. Bah oui. C'est émouvant. Ouais, avec votre marinière, on oui, ne s'étonne plus de rien en russe. Justement, alors l'âme bretonne, ce n'est pas uniquement la cuisine. Anne-Laure Hamon, vous nous avez rejoint. Bonjour. Vous êtes notre porteuse de projet Kengo de cette semaine et vous êtes en recherche de financement participatif pour une très belle idée, celle d'un tour des âmes de Bretagne. Vous attisez notre curiosité. Votre projet, alors c'est quoi? Il a démarré il y a 2 ans? Alors avec mon petit frère Kevin, il y a 2 ans, on s'est posé une question. On s'est dit, nous, on a pas mal voyagé, beaucoup vécu en dehors de la Bretagne. La Corée aussi? Non, pas la Corée. Le Canada, Espagne, Chili, États-Unis, différents endroits, et Paris aussi. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que nos amis, souvent, nous définissaient comme un peu les Bretons de la bande et nous demandaient de leur apprendre un petit mot, une petite phrase en breton, quelques pas de danse, des choses comme ça. Et on s'est senti un petit peu bête parfois de ne pas pouvoir leur apprendre en fait, et de partager avec eux. Et on s'est dit, il y a un petit peu un paradoxe entre... on est très fiers d'être Bretons un petit peu partout dans le monde, surtout quand on voyage. Mais quand on gratte un petit peu la surface, est-ce qu'on connaît vraiment la région en fait? Et l'âme bretonne. Voilà, et donc en fait on s'est lancé il y a 2 ans sur les routes pour se dire chacun à son échelle est détenteur d'une petite goutte de savoir sur le territoire, une petite goutte de l'âme bretonne, et si on les réunit toutes ensemble, on a quelque chose qui a du sens et on peut peut-être un peu plus percevoir et répondre ce qu'est l'âme bretonne et répondre enfin aux questions de nos amis. C'est une question complexe, qu'est-ce que l'âme bretonne? Vous avez filmé, vous, du coup, des témoignages, tout à 150 témoignages. Oui. Quand même. Alors en fait, on a voulu faire une sorte de prototype pour ce projet-là. Donc on a commencé par aller aux quatre coins pas du monde, mais de la France, de la Bretagne. Et on a récolté 150 témoignages déjà, qu'on a mixé, mélangé pour en faire une web-série en libre accès sur YouTube et Facebook actuellement. Une web-série par épisode qui compte 2 saisons. Dans lesquelles c'est des petites pièces du puzzle comme ça qu'on agence. Et l'idée, c'est maintenant de vouloir... aller vers ce qu'on appelle le Tour des âmes de Bretagne, donc un projet plus ambitieux, où là on irait vraiment faire une collecte massive de témoignages de ville en ville. On débarquerait sur les places de village, dans les cafés, un petit peu partout pour collecter les témoignages. Et ensuite on les restituerait sous forme d'exposition itinérante, donc pas seulement aller plus loin que quelques petites vidéos sur Internet, mais avoir une vraie expérience immersive autour de ces témoignages. C'est magnifique ça comme idée. Alors ces témoignages justement, ils font l'objet d'un petit documentaire sur le web, c'est ce que vous expliquez. Il y a déjà 6 épisodes, on va en découvrir un petit peu. Vous avez interrogé certains donc sur ce que ça veut dire d'être breton pour eux. On regarde. Être breton. Ça c'est une très bonne question, d'être breton. Je pense que c'est vraiment une réponse qui dépend de chacun. Je pense pas qu'il y ait une définition. Je pense que être breton, c'est simplement se sentir bien en Bretagne en fait. Dans le sens où on en a envie. C'est-à-dire, n'est pas breton, il n'y a pas des critères à remplir, des cases à cocher.
Moi, je suppose que c'est de vivre ici, donc peut-être je suis breton. Je sais que j'ai jamais pensé d'être breton. Je pensais à vivre ici et d'être moi, mais peut-être que c'est un petit peu breton, oui, peut-être. Mais c'est pas pour moi, c'est pas une question de nationalité, de breton, de français, d'anglais, d'irlandais. C'est une question de vivre ensemble. C'est pour ça que ouais, je suis breton, je pense. C'est intéressant. C'est pas une question de nationalité, donc pour certains, voilà, c'est... Bah, être breton, en fait, ça pose une autre question qui est finalement qui suis-je, qui sommes-nous. Donc ça pose la question un petit peu plus philosophique du rapport de l'être humain à son territoire. Et le propre d'une question un peu philosophique, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, ou en tout cas qui en a plusieurs. Et donc c'est en fait des réponses qui dépendent de chacun. Donc en fait, dans ce qu'on fait, on essaye de montrer un peu une variété de témoignages, justement, pour que chacun trouve les clés pour répondre soi-même à ses propres questions. Et on essaye aussi un petit peu de déconstruire les stéréotypes, c'est-à-dire on pense souvent que c'est ci ou c'est ça, mais il y a aussi ça. Et on essaye de taper un petit peu dans toutes les frontières. Donc notamment, là, vous avez vu une personne qui est anglaise, installée en Centre-Bretagne depuis une dizaine d'années. Et donc du coup, au travers de l'interview, au début, elle a commencé par nous dire qu'elle n'était pas du tout bretonne, qu'elle était beaucoup plus grande que les Bretons, et qu'elle venait d'Angleterre. Et à la fin de l'interview, elle se retrouve à dire ça. Donc en fait, même le processus de l'interview lui-même est une réflexion en fait aussi. Albin, lui, se sent breton russe. Voilà. Picard aussi. Et Picard aussi. Donc vous avez déjà recueilli 150 témoignages. Et l'été prochain, Anne-Laure et Kevin, vous avez l'intention de repartir sur les routes pour justement ce fameux Tour des âmes de Bretagne, comme vous l'avez baptisé. Alors, il va se faire en 2 temps, expliquez-nous un petit peu, un aller et un retour. Voilà, alors déjà, on repart si on a atteint les financements nécessaires, donc ça peut-être on en reparlera après. Oui. Mais l'idée, oui, c'est qu'il y a un aller, ce soit un tour en 2 temps. 2 temps, 3 mouvements. Premier temps, l'aller, c'est-à-dire on collecte des témoignages un petit peu partout. L'idée, c'est d'avoir une diversité de témoignages collectés, donc d'avoir un tableau un peu de type impressionniste, et vraiment que tout le monde soit représenté en fait. L'idée, c'est de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, on entend souvent les paroles d'experts, et c'est vraiment très très bien pour avoir de la connaissance sur la Bretagne. Mais l'idée, c'est que chacun, à son échelle, nous, ce qu'on dit, est détenteur d'une goutte de savoir. Donc c'est aller pour collecter des témoignages, et le retour, une exposition itinérante aussi de ville en ville. Donc on repasse une nouvelle fois, et donc c'est une exposition itinérante où le fil conducteur, c'est vraiment les témoignages des gens sur différents thèmes, et on a toute une expérience immersive sur le thème de la Bretagne, un petit peu comme votre plateau aujourd'hui, avec des lumières, avec des sons, avec des œuvres artistiques, où on a vraiment l'impression de se balader à travers l'âme de la Bretagne, justement. C'est un projet absolument passionnant. Alors, vous espérez sur la plateforme Kengo des dons. Vous espérez 8 500 € en tout. Oui, alors on l'a fait en différents paliers. Donc voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on est capable de faire quelque chose, on est capable de faire une exposition itinérante avec les images qu'on a, c'est-à-dire on est capable, en mettant un peu d'argent de notre poche, avec 3 bouts de scotch et 2 ficelles, de faire quelque chose. Mais l'idée, c'est plus on a d'argent, plus on est capable d'aller collecter encore plus de témoignages, passer de la centaine aux milliers, et plus on est capable d'avoir une expérience immersive grande en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis différents paliers. C'est-à-dire que plus on donne, plus on est capable d'en avoir. Et ben voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Justement, on attend la participation des Bretons à ce projet. Il faut se rendre sur la plateforme Kengo. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'être venue nous présenter votre très, très beau projet. Merci. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. On ne peut que vous inviter à aller voir le Carnaval des animaux au TNB du 5 au 15 décembre à Rennes. Quant à nous, on se retrouvera demain pour le best-of de votre matinale. Et puis jeudi, en direct, en compagnie d'un duo musical de charme, les Frangines. Très belle journée à tous. Kenavo. Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun.